La Maison-Blanche demande à l'Iran de passer aux actes sur le nucléaire. À Lausanne, les discussions se poursuivent, mais aucune certitude quant à l'imminence d'un accord d'ici mardi. Au Yémen, poursuite des frappes de la coalition arabe contre les rebelles chiites. Les pays de la Ligue arabe vont se doter d'une force militaire conjointe pour lutter contre les groupes terroristes. Mobilisation massive à Tunis aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme après l'attentat contre le musée du Bardo. Plusieurs chefs d'État étrangers, dont François Hollande, se sont joints à cette marche symbolique. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Tout indique donc qu'on est proche d'un accord à Lausanne. La présence de nombreux hauts dignitaires étrangers comme John Kerry, le secrétaire d'État américain, les ministres des Affaires étrangères du groupe des 5+1 et puis bien sûr la diplomatie iranienne. Mais pour l'instant, rien ne semble indiquer qu'on en soit très proche. On va essayer justement de voir quelles sont les dernières informations en provenance de Lausanne en Suisse où ont lieu donc ces toutes dernières heures de négociation. On vous rappelle que la date butoir fixée pour trouver un accord politique est fixée à mardi soir, le 31 mars. On va en parler avec Avi Pazner. Bonsoir, ambassadeur d'Israël, anciennement et notamment en France. Bonsoir à vous, Alex Greenberg. Vous êtes spécialiste du dossier du nucléaire iranien et vous êtes chercheur au centre interdisciplinaire d'Herzliya, tout près de Tel Aviv. Et puis notre analyste politique, Dror Even Sapir, qui est là. Bonsoir, Dror. I think that we can find solutions that are good for all, that can guarantee that Iran has no nuclear weapons, cannot develop nuclear weapons. הציר איראן, לוזאן, תימן, מסוכן מאוד לאנושות וצריך לעצור אותו. عدو اليمنيين ليس فقط الحوثيين وعلي عبد الله صالح وإيران. وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف. ما حمله هوایی جنگنده‌های خارجی به مناطقی در یمن رو نقض تمامیت ارضی این کشور بود. Alors, on est encore en train de discuter donc en ce moment même à Lausanne pour donc tenter de parvenir à un accord. Mais la Maison-Blanche tout à l'heure a fait savoir qu'elle attendait maintenant des actes après les paroles des Iraniens. On résume d'abord ce qui s'est passé au cours des dernières heures avec Léa Volbert. C'est la dernière ligne droite, J-2 avant la date butoir de la fin des pourparlers sur le nucléaire iranien. Les représentants des 5+1 et ceux de l'Iran sont toujours à Lausanne, en Suisse, où les négociations se poursuivent. Ce dimanche, les grandes puissances ont tenu leur première réunion conjointe avec la délégation iranienne. Selon des diplomates occidentaux, un consensus aurait déjà été trouvé sur plusieurs points clés du dossier, parmi lesquels le nombre de centrifugeuses en activité ou encore la fermeture de certains sites d'enrichissement en uranium. Comme vous le savez, nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, même si certains des points critiques n'ont pas trouvé de solution. Nous allons travailler dans les prochaines heures, les prochains jours, afin de dépasser ces obstacles. Parallèlement, Benyamin Netanyahou maintient la pression sur les grandes puissances occidentales. Depuis le début des négociations, il pointe la menace que représenterait cet accord pour Israël. Ce dimanche matin, en Conseil des ministres, il a dénoncé l'axe Iran-Lausanne-Yémen, faisant référence au soutien iranien des rebelles chiites au Yémen. Après l'axe Beyrouth-Damas-Bagdad, l'Iran est en train de bouger dans le sud aussi pour prendre le contrôle de tout le Moyen-Orient. Cet accord, comme il apparaît, confirme nos inquiétudes et même au-delà. Le ministre de l'Intérieur israélien, Gilad Erdan, a d'ores et déjà averti qu'en cas d'accord mardi prochain, Israël devra procéder à une réévaluation totale de sa politique de sécurité. Les chefs des diplomaties françaises, allemandes et américaines ont chacun annulé leurs déplacements prévus de longue date pour rester sur place à Lausanne. Preuve, s'il en faut,
que malgré l'optimisme affiché de certains diplomates, les tractations devraient durer jusqu'à la dernière minute. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre justement à un accord à l'arraché, vous qui avez l'habitude de ce genre de négociations, Avi Pazner? À votre avis, ça va se jouer mardi soir dans les dernières heures? À mon avis, oui. Enfin, peut-être juste dans les dernières heures. C'est comme ça que l'on négocie entre pays, certainement au Moyen-Orient, certainement avec l'Iran qui négocie depuis 4000 ans. Okay, donc les Iraniens vont essayer d'arracher le plus de concessions possible jusqu'à la dernière heure. Mais je crois que tout indique que l'on va vers un accord, ou du moins un accord cadre, ok. Toute cette affluence de ministre des Affaires étrangères, tout cet optimisme, même s'il est teinté de retenue, cela démontre qu'on est très près d'un accord qui est un mauvais accord, je dois bien le dire. Ce matin, Netanyahou a dit qu'il s'agit là, encore une fois, d'un mauvais accord. Il a dit pire que ce qu'on redoutait. Là, pire que ce qu'on redoutait, mais je comprends qu'il y a eu quand même quelques changements, quelques petits changements, grâce à l'intervention israélienne. On a fait beaucoup de travail ces derniers jours. Steinitz est allé se rendre à parler avec Fabius et avec le ministre des Affaires étrangères allemand. Netanyahou lui-même a parlé avec Poutine, a parlé avec le Premier ministre indien. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais les grandes lignes de l'accord ne sont pas favorables, pas seulement pour Israël, ne sont pas favorables pour aucun des pays modérés du Moyen-Orient. Okay? Ni pour l'Arabie Saoudite, ni pour l'Égypte, ni pour la Jordanie, ni pour les Émirats, ni même pour la Turquie, qui n'est pas tellement modérée. Okay? C'est un accord qui signifie que l'Iran, dans 10 ans, va être plus ou moins libre d'acquérir l'arme nucléaire, et cela va commencer au Moyen-Orient une course vers le nucléaire d'autres pays aussi. Vous êtes d'accord, Alex Greenberg? On est là sur la conclusion d'un accord qui va laisser l'Iran se diriger vers l'arme nucléaire? C'est bien qu'il faille souligner que les armes nucléaires, c'est peut-être en long terme. En court terme, en fait, il s'agit d'une carte blanche américaine à la politique iranienne au Moyen-Orient. C'est ce qui est le plus grave pour le moment. À part ça, il faut aussi souligner qu'il ne s'agit pas de 30 mars, n'est pas la date butoir, comme elle a été dit. C'est la date butoir pour un premier accord. La vraie date butoir, c'est en juin. Et pour le moment, peut-être on finira par avoir un accord vide de détails, mais qui aura, et sans aucun doute, la relevée des sanctions. C'est le sine qua non. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait très bien que pour les Iraniens, c'est sine qua non pour n'importe quel accord, c'est la relevée totale des sanctions. Donc eux, ils gagneront tout de suite, quoi qu'il arrive? Ils gagneront une déclaration américaine parce que, comme toujours, la relevée des sanctions entraîne un très long processus bureaucratique que Obama lui-même ne peut pas l'annuler. Mais cela permettra aux Américains de laisser libres les biens iraniens gelés aux États-Unis, et les Iraniens vont acquérir davantage de ressources financières. Grand Evan Sapir, d'où la grosse colère aujourd'hui de Netanyahou sur ce dossier. Oui, bon, c'est tout à fait prévisible. La manière dont le Premier ministre israélien a réagi n'était pas vraiment surprenante. Et, on sent également dans son attitude et sa réaction qu'il place ses tout derniers espoirs, en quelque sorte, dans deux axes différents. Le premier, c'est celui du Congrès américain, majoritairement républicain, donc majoritairement acquis à sa cause. Il y a même de nombreux parlementaires démocrates aux États-Unis qui voient d'un très mauvais œil l'accord qui est peut-être probablement sur le point, en tout cas l'accord cadre qui est sur le point d'être conclu entre l'Iran et le groupe des 5+1. D'ailleurs, le chef de la majorité républicaine au Sénat était ce matin à Jérusalem. Il s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. John Brunner, le président de la Chambre des représentants, lui aussi bien évidemment républicain, très proche de Benjamin Netanyahou, sera en Israël dans les jours qui viennent, et c'est évidemment un calendrier qui ne doit rien au hasard. Et l'autre dernier espoir en quelque sorte de Netanyahou, c'est un petit peu de réveiller la communauté internationale avec ce qui se passe au Yémen, en disant aux Occidentaux et aux Américains, mais regardez, là on a la preuve
que l'Iran avance ses pions un petit peu partout au Moyen-Orient. Après le Liban, après la Syrie, après l'Irak, eh bien voilà que les rebelles chiites, soutenus tout à fait ouvertement par les Iraniens, s'emparent du Yémen en quelque sorte, et ils sont combattus principalement par les Saoudiens, par une coalition dont l'Arabie Saoudite est à la tête, et les Saoudiens qui sont des alliés des États-Unis. Mais il semblerait que cet argument ne fasse pas véritablement n'est pas un véritable poids face à la volonté qui a été affichée pendant des mois de l'administration Obama de parvenir à un accord presque coûte que coûte. Ouais, Avi Pazner. Presque coûte que coûte. Je suis d'accord sur ce point-là et j'aimerais parler de la carte blanche américaine que vous avez mentionnée. Car on ne parle pas seulement du nucléaire, on parle de l'attitude générale des États-Unis envers l'Iran. Une attitude élaborée par Obama lui-même personnellement depuis le premier jour qu'il est devenu président des États-Unis. Dans sa première visite, Netanyahou a entendu Obama dire qu'il préférait un arrangement politique ou diplomatique à une frappe militaire. C'est-à-dire qu'on arrive là à l'aboutissement d'une politique dangereuse, non seulement pour Israël, dangereuse pour toute la région. Et c'est pour cela que les pays de la région, les pays se sont mis en alliance pour essayer d'arrêter cette avance de l'Iran qui est dramatique. C'est encore peut-être plus dramatique que le nucléaire. Ils sont partout, les Iraniens. Ils sont au Liban avec le Hezbollah. En Syrie, ils ont des militaires en Syrie qui combattent à côté d'Assad. En Irak, ils combattent aux côtés de forces irakiennes contre Daesh à Tikrit. Okay? Au Yémen, ils sont là-bas avec les rebelles. Et il faut maintenant essayer d'arrêter l'Iran parce que c'est là une pieuvre, okay, qui étend ses tentacules partout et les Américains ne font pas grand-chose. Au contraire, je dirais même en Irak, il y a des conseillers américains auprès des troupes irakiennes qui combattent côte à côte avec les Iraniens. Okay? Donc il y a des conseillers. Il y a une inconsistance de la politique américaine au Moyen-Orient. Okay, d'un côté, ils encouragent l'Iran, indirectement, mais ils ne font rien pour arrêter l'Iran. Et de l'autre côté, ils tournent le dos à leurs amis traditionnels, y compris Israël. Alors, en même temps, juste une petite remarque, il est presque naturel que les États-Unis combattent, ou en tout cas tentent de freiner l'avancée de l'État islamique en Irak. Et donc là, ils se retrouvent ipso facto du côté iranien, en tout cas du côté des alliés de l'Iran, mais c'est presque inévitable, puisque l'État islamique constitue lui aussi un danger. Oui, mais c'est tragique. C'est une situation tragique que nous avons une situation dans un pays où les États-Unis combattent côte à côte avec les Iraniens. Ce qui est vrai pour l'Irak, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs pour le Yémen, là. Alors il y a une contradiction dans cette politique américaine. Il y a quelque chose de très inconsistant dans la politique américaine. Parce qu'au Yémen, ils soutiennent l'Arabie Saoudite, okay, contre les rebelles Houthites qui sont au Yémen. Tandis qu'en Irak, ils combattent côte à côte avec l'Iran et ils ont réussi à fâcher tous leurs alliés au Moyen-Orient. Alors, Alexandre Sauf qu'il faut remarquer que ces derniers jours, les affaires ne vont pas si bien pour l'Iran, parce que finalement, oui, c'est vrai que les Iraniens sont présents partout, au Yémen, en Syrie, mais ils n'avancent pas. L'offensive de Tikrit s'est échouée. Les Iraniens, les Irakiens, les milices chiites ont dû se retirer parce que le Daesh s'achève comme un ennemi beaucoup plus féroce et expérimenté. Et en Yémen aussi, et oui, c'est vrai qu'il y a l'assistance iranienne militaire au Houthi, mais il n'y a pas vraiment de force iranienne. Donc il y a cette grande coalition avec l'Égypte, qui est aussi important que la Saoudie, qui évidemment, ils vont vaincre ces rebelles Houthis. L'Iran ne peut pas se permettre de disperser ses forces physiquement à tout azimut. C'est impossible pour l'Iran. Ouais. Alors, je voudrais qu'on soit justement là en ligne avec Christian Mallard, qui est notre consultant diplomatique en Europe et qui suit de près donc ces négociations à Lausanne. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Où est-ce qu'on en est à l'heure qu'il est, Christian? Est-ce qu'on est proche, à votre avis, d'un accord, comme l'ont dit certaines sources cet après-midi, alors que les Iraniens eux disent un peu le contraire?
Non, il y a encore du pain sur la planche. On n'a pas résolu tous les problèmes, d'après ce que me disent un certain nombre de personnes, de contacts que j'ai à l'intérieur de la conférence. On n'a pas encore d'accord sur tous les paramètres finaux. Vous savez que la plupart des délégations maintenant occidentales, du camp occidental et la France, demandent un accord juridiquement contraignant. Eh bien, on ne l'a pas pour l'instant. Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'on peut l'avoir d'ici le deadline du 31 mars? On me dit non, il faudra sans doute et encore attendre la dernière période intérimaire, à partir du 1er avril jusqu'au 30 juin, peut-être pour préciser tous les paramètres finaux qu'on est en train d'étudier. Alors, en gros, les Occidentaux disent, on peut avancer sur un certain nombre de domaines que vous avez évoqués tout à l'heure, par exemple, sur le problème des centrifugeuses, mais il faut quand même des garde-fous. Et ces garde-fous, pour l'instant, on ne les a pas. Les Iraniens ne sont pas d'accord sur la durée d'un éventuel accord. Ils veulent que ça dure 10 ans, et les Occidentaux demandent 15 ans. Donc, il va falloir discuter de ce problème. Ils ne sont pas d'accord sur une levée des sanctions graduelles, demandées par les Occidentaux qui disent il faut quand même vérifier que vous respectez l'accord, donc il faut une levée des sanctions graduelles. Eux, ils veulent une levée des sanctions totales. Donc, alors, en dehors du domaine des centrifugeuses, où en effet, on nous dit qu'on pourrait leur laisser 6 000 des 19 000 centrifugeuses dont ils disposent et qui permettent de produire de l'uranium, on peut discuter de ça, mais de toute façon, même avec 6 000, ils peuvent produire de l'uranium à court moyen terme. Donc si vous voyez, oui, on détend un peu l'atmosphère, on discute, mais c'est pas facile avec les Iraniens, on le sait depuis le début, et donc je pense que ça va encore prendre du temps. Est-ce qu'il y a toujours ce clivage, Christian, entre les Européens, notamment la France, et les Américains, qui ont l'air plus enclins à vouloir conclure ? Oui, alors c'est vrai que les Américains et Obama, le premier d'entre eux, veulent un accord à tout prix, puisqu'on sait très bien qu'Obama, et vous l'avez dit maintes fois, et Avi Palmer l'a très très bien dit ces derniers jours, ils veulent modifier la nouvelle donne au Moyen-Orient, les Américains jouent l'Iran, ça c'est Obama qui le souhaite. Alors je dirais que ce soir, les Français restent très prudents, encore une fois, c'est eux qui insistent sur un accord juridiquement contraignant. Est-ce qu'on peut obtenir d'un pays comme l'Iran, quand on connaît la nature de son régime, un accord juridiquement contraignant? C'est pas évident. Disons qu'il y a peut-être, les points de vue se sont rapprochés entre les États-Unis et leurs partenaires occidentaux, mais enfin, encore une fois de plus, ne crions pas victoire, n'allons pas penser qu'un accord va tout résoudre d'un seul coup. Il y a encore, comme je vous le disais au début du journal, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Merci Christian Mallard, donc en direct à propos de ces négociations qui continuent en ce moment même à Lausanne. On voit bien que finalement on est très loin peut-être de cet accord que certains disent proche. Il y a beaucoup de sujets de Comme nous l'avons dit tous tout à l'heure, il y a deux accords. Il y a l'accord qui doit intervenir le 31 mars et il y a l'accord qui doit intervenir fin juin. Je crois voir dans... J'ai beaucoup d'expérience dans ces choses-là. Ça m'est difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, que dans 48 heures, nous n'ayons pas un accord cadre. Je dis bien un accord cadre, vous aviez raison, il n'y aura pas tous les détails, mais il y aura un accord cadre. Et là, je veux souligner l'importance de la position française. Okay? C'est là, peut-être, quand on a parlé, le dernier obstacle qu'il y a à un accord qui soit légitimement, légitimement valable. C'est la position française qui entraîne avec elle aussi les Allemands et même les Anglais. Okay? Mais c'est la France ici qui est en avant parce que la France comprend bien, et peut-être que ses amis israéliens, saoudiens, émirats l'ont expliqué à la France qui comprend bien qu'il y a là un danger. Et François Hollande n'a pas cette politique d'un accord à tout prix que Obama... Nous savons que c'est Obama qui mène ces négociations. Kerry, chaque demi-heure, il téléphone à Obama sur chaque détail. Je dis que maintenant, la France, c'est une digue contre un accord bâclé et qui demande qu'il soit au moins juridique, même si l'accord n'est pas bon, okay, mais qu'il soit au moins juridique. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, Dora Van Sapir, que Netanyahou a pesé aussi, notamment avec son discours au Congrès, qui a été très médiatisé? Est-ce qu'il a pesé sur ce qui est en train de se passer, peut-être ce durcissement des positions? Alors on peut interpréter l'attitude ou la politique américaine plutôt de Benjamin Netanyahou de différentes manières. Est-ce que Benjamin Netanyahou, de toutes les manières,
était parvenu à la conclusion que face à l'administration Obama, il n'y avait rien à faire, qu'il était impossible de tenter de convaincre Barack Obama et ses conseillers de refuser un accord qui s'avère comme néfaste pour, non seulement pour Israël, mais également pour la stabilité de toute la région et de tout le Moyen-Orient. Ou est-ce que, et ça c'est et donc la première option, cette option-là du désespoir en quelque sorte de Benjamin Netanyahou face à l'administration américaine, face à l'administration Obama, explique une politique américaine de Benjamin Netanyahou qui, d'une manière assez brusque, est allée contre non seulement Barack Obama, mais contre le Parti démocrate en acceptant l'invitation faite par John Bonner. On ne va pas reparler de tous les détails du discours prononcé et des circonstances qui ont entouré le discours que le Premier ministre israélien a prononcé devant le Congrès américain, mais c'est peut-être une première explication. La deuxième, c'est qu'il considère véritablement qu'il y a encore une chance et que la chance réside chez les parlementaires américains et notamment chez les parlementaires républicains aux États-Unis qui dominent le Congrès, qui dominent le Parlement américain. Mais il semblerait que, quel que soit ce qu'avait Benjamin Netanyahou en tête lorsqu'il est allé parler il y a quelques semaines aux parlementaires américains, on est face à un échec, puisque l'accord est sur le point d'être signé. Alors, échec, et en même temps, il faut tout de même nuancer un petit peu ce constat, et comme je crois l'a rappelé Avi Pazner tout à l'heure, les Israéliens ont tout de même pesé sur les négociations indirectement. Yuval Shtanis, le ministre des Renseignements et des Affaires stratégiques, était à Paris la semaine dernière. Il s'est entretenu avec Laurent Fabius, il s'est entretenu avec, je crois, le chef de la diplomatie britannique, si mes souvenirs sont bons, et il les a convaincus peut-être de durcir les positions des négociateurs sur certains points clés de l'accord. Et il semblerait que cette politique ait porté ses fruits et que l'accord, s'il reste mauvais sur certains points précis, est peut-être moins pire en quelque sorte que celui que l'on pouvait craindre. Voilà, même si Netanyahou a dit le contraire aujourd'hui. Je voudrais ajouter que le discours du Premier ministre aux États-Unis n'a fait que des dégâts à la cause, parce que finalement il a fait les députés démocrates n'aient pas voté contre, parce que député démocrate, s'il s'adresse devant lui le choix de soutenir son président démocratique ou l'État ou un premier ministre étranger, donc il sait que son président le déteste, c'est pas très intelligent, pour ne pas dire plus. Et finalement, je crains que le digue français va tomber, parce que ni la France ni l'Angleterre, ils ne peuvent pas résister la volonté ferme conjointe de l'Iran et des États-Unis à la fois. Finalement, c'est pas... la Russie et la Chine aussi qui vont... Oui, mais ça sont plutôt des acteurs secondaires, je dirais. Malheureusement, je crois que ce ne sera point possible, parce que s'il y a vraiment la volonté de deux côtés déjà pas belligérants, les Américains et les Iraniens. Ouais. Alors, je voudrais qu'on voit justement ce que pensent les Israéliens justement dans la rue de l'imminence peut-être de cet accord. Est-ce que ce serait un échec pour Netanyahou? Quelques réactions recueillies tout à l'heure par Maël Benoliel. Je ne pense pas que ce soit un échec. En diplomatie, il n'y a pas de perdant, tout le monde gagne. C'est un échec s'ils arrivent à produire une arme nucléaire de longue portée. Je ne sais pas, c'est certainement un échec pour le monde et pour Obama, mais je suis sûr que Dieu nous sauvera, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas sûr que ce soit un échec pour Bibi, mais j'espère qu'un tel accord nous apportera la sécurité et ne confirmera pas les craintes de Bibi. Ce ne serait pas un échec pour Bibi. Il a fait tout son possible pour tenter de l'empêcher. Voilà, échec ou pas? Non, je crois qu'on ne peut pas personnaliser et dire que c'est un échec pour Bibi. C'est un échec pour tout le monde. C'est-à-dire c'est un échec pour tout le Moyen-Orient, parce que Netanyahou n'a pas été le seul à intervenir aux États-Unis. Nous savons que l'Arabie saoudite, que les États du Golfe, que l'Égypte, même la Jordanie, on parlait avec l'administration américaine. Il est vrai que Netanyahou l'a fait de façon très publique, donc il a attiré l'attention avec ce discours un peu maladroit devant le Congrès américain qui lui a valu les foudres, pas seulement d'Obama, mais d'une partie, comme vous l'avez dit, du Parti démocratique. Mais Netanyahou n'était pas seul, là. Il y avait beaucoup de monde avec lui. Donc, ce n'est pas lui qui a échoué. Je crois que c'est l'Amérique qui a échoué. En fin de compte, c'est Obama qui voulait cet accord. L'accord, à mon avis, n'est pas bon. C'est
tout le monde qui va payer le prix. Netanyahou a essayé de l'empêcher. Peut-être s'y est-il mal pris, ok. Je lui aurais conseillé de ne pas aller faire son discours devant les deux chambres du Congrès. Il l'a fait, d'accord. Il a essayé d'arrêter le nucléaire iranien. Mais si le nucléaire iranien progresse, ce n'est pas à cause de Netanyahou, c'est à cause d'Obama. Vous êtes d'accord ou pas? Non, oui, je suis complètement d'accord. Finalement, tout le sujet, on oublie trop souvent en Israël que tout le sujet est beaucoup plus grand qu'Israël, Bibi et Netanyahou. C'est pas seulement Obama, Netanyahou. C'est pas seulement, c'est la stratégie d'Obama pour conclure en accord avec l'Iran, coûte que coûte. Parce et finalement, il faut aussi se souvenir du fait que le Congrès ne peut rien faire. Parce que l'Obama est le premier président américain qui utilise tout son pouvoir de veto, d'executive waiver, d'ordre présidentiel exécutif, qui est complètement, immunisé contre n'importe quelle intervention, même légale. Sinon, c'est une procédure très lourde d'impeachment. Oui, personne ne va pas imaginer que le Congrès va conduire un impeachment à cause de l'Iran. D'ailleurs, Obama a fait la même erreur, mais Obama a fait la même erreur aujourd'hui face à l'Iran, la même erreur que Jimmy Carter a fait envers le Shah d'Iran il y a une quarantaine d'années, en 76, 77, 79. C'est la même erreur exactement. On croit qu'on peut amadouer l'Iran, on croit qu'on peut amener l'Iran vers soi. Il n'est pas possible avec ce régime qu'il y a aujourd'hui. Au même moment où il y a des négociations à Lausanne, dans les rues de Téhéran, il y a des défilés qui crient mort à l'Amérique, organisés, des dizaines de milliers de personnes. Obama se trompe, c'est malheureux, et il va falloir que nous tous, nous puissions faire en sorte que nous ne payons pas le prix cher pour les erreurs du président américain. 30 secondes. Je pense que c'est pas la première fois qu'on a un exemple de la naïveté, certains diraient, ou peut-être de l'incompréhension des spécificités, de la complexité moyen-orientale dont a fait preuve l'administration Obama. La manière dont elle a géré le printemps arabe et ses conséquences était déjà une première indication de cette tendance. On en a eu d'autres. La précédente administration, celle de George W. Bush, n'a pas non plus brillé par son compréhension des subtilités moyen-orientales. Donc on a l'impression que ni les républicains ni les démocrates américains ne parviennent véritablement à occuper le rôle de gendarme du monde, qui est celui qui était traditionnellement tenu par les États-Unis pendant des dizaines d'années dans cette région spécifique du monde qu'est le Moyen-Orient. Merci Dror Even Sapir, Avi Pazner, merci encore à vous aussi Alex Greenberg, et évidemment on suit les développements de ces négociations qui ne sont pas terminées à Lausanne. Dans un instant on verra ce qui se passe au Yémen avec là aussi l'analyse d'une spécialiste du monde arabe en Israël qui sera avec nous. À tout de suite. À Lausanne, en Suisse, encore des obstacles à la conclusion d'un accord sur le nucléaire iranien. La Maison-Blanche demande ce soir à l'Iran de passer enfin aux actes. Au Yémen, poursuite des frappes de la coalition arabe contre les rebelles chiites. Les pays de la Ligue arabe, eux, vont se doter d'une force militaire conjointe pour lutter contre la menace des groupes terroristes au Moyen-Orient. Mobilisation importante à Tunis aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme après l'attentat du musée du Bardo. Plusieurs chefs d'État étrangers, dont François Hollande, se sont joints à cette marche symbolique. La coalition arabe continue donc de bombarder les positions des rebelles chiites. Au Yémen, l'aéroport de la deuxième ville du pays, Aden, a pu être repris par l'armée régulière, alors que celui de la capitale, Sanaa, est devenu quasi inutilisable suite au bombardement de cette coalition. Les victimes se comptent déjà par dizaines. Steve Jourdain. Pour la 4e nuit consécutive, l'aviation saoudienne lâche des bombes sur Sanaa. La capitale du Yémen, contrôlée par la rébellion Houthi, fait face au coup de boutoir de la coalition sunnite. L'objectif est de poursuivre la destruction des missiles. Nous pensons avoir déjà réduit à néant la plupart des capacités de la rébellion chiite.
La ville d'Aden, interface vers la mer Rouge et enjeu stratégique essentiel pour les belligérants, est plongée dans le chaos. De féroces combats opposent miliciens houthis au comité de défense fidèle au président Mansour Hadi, actuellement en exil. D'un conflit politico-religieux opposant miliciens houthis au président élu Mansour Hadi, la situation s'est enflammée et la conflagration est désormais régionale. Washington affirme soutenir logistiquement les troupes loyalistes. Selon des responsables saoudiens, environ 5000 soldats pro-Téhéran et membres du Hezbollah libanais seraient sur le terrain. Des hauts gradés de la coalition sunnite l'affirment. La campagne militaire au Yémen pourrait bien durer jusqu'à 6 mois. Et réunis à Sharm el-Sheikh en Égypte, les pays de la Ligue arabe ont décidé de créer une force conjointe pour lutter contre ces groupes terroristes. Nouvelle menace dans la région. C'est une première dans l'histoire de la Ligue arabe qui doit faire face donc à ces nouvelles menaces, soit au Yémen ou encore en Syrie et en Irak. Léa Berdugo. Ils se sont donné un mois pour en fixer la composition, les modalités de fonctionnement et les objectifs, mais l'accord est déjà scellé par les pays membres de la Ligue arabe. Les dirigeants arabes ont décidé de se mettre d'accord sur le principe d'une force militaire arabe. Une équipe de haut niveau va être constituée sous la supervision des forces armées des pays membres afin d'étudier les questions relatives à la création d'une force arabe unie. La constitution d'une telle force conjointe était réclamée depuis plusieurs mois par l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui assure la présidence tournante de l'institution. L'objectif étant de combattre les groupes terroristes. Cette annonce intervient au moment où une coalition d'une dizaine de pays arabes bombarde au Yémen les positions de la milice chiite des Houthis, alliés de l'Iran. Pour le secrétaire général de la Ligue arabe, la force conjointe agira jusqu'à ce que les Houthis soient repoussés. Cela exigeait une intense mobilisation arabe et internationale, après avoir épuisé toutes les solutions pacifiques pour mettre fin au coup d'État des Houthis et rétablir le gouvernement légitime. Et cela se poursuivra jusqu'au retrait des milices Houthis, lorsqu'elles auront déposé les armes et que le Yémen sera à nouveau un État fort et uni. Prochaine étape, une délégation de responsables va passer au crible tous les aspects de cette force militaire conjointe. Elle devra faire des recommandations sur ses procédures, ses mécanismes et son budget. Alors, invité justement de ce journal pour parler de ces mouvements en cours dans le monde arabe, Ksenia Svetlova. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes députée, toute nouvelle députée élue à la Knesset pour le compte de l'Union sioniste, mais vous êtes connue en Israël comme étant donc l'une des grandes spécialistes du monde arabe. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Yémen, Ksenia, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences majeures pour la région, l'ensemble du Moyen-Orient ? Je suis très heureuse d'être ici et d'être invitée à Etonifor. Et pour les conséquences, je pense que l'on se pose, qu'on se situe au milieu d'un processus et il est très difficile d'estimer, même lorsqu'on a parlé du printemps arabe, est-ce qu'on pouvait estimer à l'époque les conséquences du printemps arabe. On se situe au début d'un processus dont il est très difficile d'estimer les conséquences. C'est de la même manière qu'il était difficile au début d'estimer les conséquences de la révolution russe. Ouais. Alors, il y a quand même une décision importante qui a été prise aujourd'hui par les pays de la Ligue arabe qui étaient réunis donc en sommet à Sharm el-Sheikh, celui de créer une force conjointe arabe. Cette unité justement dans le monde arabe, ça c'est quelque chose d'assez nouveau sur le plan militaire. Oui, au cours des dernières années, Amir Moussa, le secrétaire général de la Ligue arabe, parlait de la possibilité d'une unification de forces des militaires arabes. On se moquait de lui à l'époque. Et on ne pensait pas qu'il était possible d'opérer ces réformes. Et peut-être que si les réformes qu'il avait préconisées avaient été impliquées, eh bien, le monde arabe aurait été beaucoup plus prêt à affronter les défis qu'il doit relever actuellement. Par exemple en Syrie et au Yémen. Et peut-être que l'union des forces arabes dont vous avez parlé, si elle s'était produite auparavant, eh bien peut-être que le monde arabe aurait été plus disposé à... Mais mieux vaut tard que jamais. Et je pense que c'est vraiment... il est très important de le faire aujourd'hui. Il faut le faire le plus vite possible. Il n'y a pas, et d'ailleurs il n'y a pas de désaccord dans le monde arabe sunnite autour de cette unification.
Et au Yémen, aujourd'hui, on a appris que tous les appareils de l'aviation des forces chiites avaient été détruites. Et oui, je vois que ni l'Arabie Saoudite, ni le Soudan, ni l'Égypte n'ont pas l'intention de retirer leurs forces, de retirer leurs navires jusqu'à ce que l'objectif ne soit pas atteint. Alors on dit que des milliers d'Iraniens seraient au Yémen pour combattre aux côtés des rebelles houthis, également des membres du Hezbollah. Est-ce que pour Israël, c'est aussi un sujet d'inquiétude, ce qui est en train de se passer là-bas, ou est-ce que finalement c'est assez loin ? Écoutez, je ne crois pas au coup médiatique. Il y a beaucoup de coups médiatiques dans cette histoire. Et il a été dit à propos de la Syrie qu'il y a des milliers d'Iraniens en Syrie. Non, il n'y a pas de milliers d'Iraniens en Syrie. Il y a un commandement iranien, il y a des combattants du Hezbollah, mais la force du Hezbollah ne dépasse pas quelques centaines de membres en Syrie. Et c'est la même chose au Yémen, qui est encore plus loin du Liban et de l'Iran. Eh bien, les Irans sont très différents des Yéménites, même dans leur apparence physique. Donc il n'est pas facile de se tromper entre eux. Et par conséquent, les Houthis, les rebelles chiites, oui, obtiennent de l'aide militaire et financière iranienne, mais il serait exagéré de parler de milliers d'Iraniens au Yémen. Et bien évidemment, ce sont les Arabes sunnites, les pays arabes unis qui en pensent. Mais je pense qu'il y a une autre question. Les chiites yéménites sont une partie du Yémen et ils ne viennent pas de l'extérieur. Ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent d'atterrir au Yémen. Et pendant des années, de très nombreuses années, ils ont demandé des droits basiques, des droits humains. Et parce qu'ils étaient en bas de l'échelle sociale au Yémen. Et si leur demande avait été satisfaite il y a 10, 20 ans, et si le soutien américain au président yéménite, et ce soutien s'est fait aux dépens des droits humains, des droits des minorités. Et donc c'est peut-être une leçon pour nous de voir la situation de manière un peu plus proche. Pourquoi ? Et de se poser la question pourquoi ces gens-là se rebellent aujourd'hui. Et ils s'étaient rebellés également en 2006, en 2005. Et si on s'était posé les bonnes questions à l'époque, on n'en serait pas là peut-être aujourd'hui. Et Israël qui observe tout cela aujourd'hui, parce qu'il y a donc cette force arabe qui va se constituer, est-ce qu'il y a des dangers pour vous dans ce qui est en train de se passer qui pourraient concerner Israël ? Je pense que ce n'est pas un danger qui est clair et qui est immédiat vis-à-vis d'Israël. C'est un danger régional. Et oui, les équilibres régionaux ne sont pas bons pour nous. Nous constatons que l'Iran, d'une manière ou d'une autre, obtient, les bras de l'Iran agissent un petit peu partout au Moyen-Orient. Néanmoins, nous ne devons pas oublier que ce qui se passe au Yémen et également le renforcement de Al-Qaïda qui a pris possession de plusieurs villes au Yémen, nous voyons que l'État islamique, le Daesh, agit également. Je dirais que les deux sont dangereux. Et bien sûr, lorsque nous parlons du canal de Suez et de la navigation dans le canal de Suez et du détroit, ça c'est la question principale, parce que au Yémen, personne ne se soucie véritablement du Yémen lui-même, mais de la capacité de navigation dans le canal de Suez. Et bien évidemment, c'est le plus important pour les Saoudiens, pour les Américains, pour nous. Et là, il y a un intérêt évident pour nous tous d'agir en commun dans cet objectif. Merci beaucoup, Ksenia Svetlova. Je rappelle donc que vous êtes députée nouvellement élue à la Knesset pour l'Union sioniste et puis donc grande connaisseuse, on l'a vu, du monde arabe. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci beaucoup. En Syrie, l'armée d'Assad reprend position autour de la ville d'Idlib dans le nord-ouest. Cette ville importante est tombée ce week-end entre les mains du front Al-Nosra. C'est un groupe rebelle qui est affilié à Al-Qaïda. L'armée d'Assad va donc tenter de reconquérir cette localité. Comme la France, après les attentats de janvier dernier, la Tunisie s'est mobilisée aujourd'hui pour dire non au terrorisme. Une marche de plusieurs milliers de personnes en présence de chefs d'État et de gouvernements étrangers comme François Hollande ou Matteo Renzi, après l'attentat contre le musée du Bardo qui a fait 22 morts. Léa Volbert. Des centaines de drapeaux tunisiens fièrement arborés,
Des poings levés contre le terrorisme, des slogans en français, en arabe. Ce dimanche, 11 jours après l'attaque du musée du Bardo, les Tunisiens ont envahi les rues de Tunis. Avec eux, plusieurs dirigeants, le président gabonais Ali Bongo, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, l'italien Matteo Renzi ou encore l'algérien Abdelmalik Sellal. François Hollande a également fait le déplacement. Les Tunisiens voulaient aussi qu'il y ait cette solidarité internationale pour lutter à leur côté contre le terrorisme. La France a eu aussi 4 de ses ressortissants qui ont été victimes de cet attentat odieux, ici même, là où je m'exprime. Et il était très important que nous puissions aussi leur faire hommage. À 88 ans, le président tunisien Béji Caïd Essebsi, initiateur de la marche, a lui aussi rendu un vibrant hommage à son peuple et à François Hollande. Je remercie aussi le président français. Hollande. C'est celui que je connaissais de mon âge. Monsieur François Hollande. Le cortège a défilé sous haute sécurité jusqu'à l'entrée du musée du Bardo, où a été inaugurée une stèle en hommage aux 23 victimes, parmi lesquelles une jeune Française décédée samedi à la suite de ses blessures. Je suis là, bien sûr, pour manifester contre le terrorisme, parce que vraiment, le terrorisme, bien sûr, c'est connu, il n'a pas de patrie, il ne peut pas être... ce n'est pas la Tunisie la seule victime du terrorisme. Pourtant, malgré l'unité affichée du peuple tunisien, certains partis d'opposition ont appelé leurs militants à ne pas participer à la marche. Ils dénoncent le laxisme des autorités envers la montée des groupes terroristes ces dernières années. Peu de temps avant le début de la marche, le Premier ministre tunisien a annoncé la mort du principal chef du groupe armé djihadiste, Ogbah Ibn Nafa, accusé par Tunis d'être l'auteur de l'attentat. Samedi, 9 autres djihadistes du même groupe armé ont été abattus. Alors en ligne avec nous depuis Tunis, Sofiane, qui est un blogueur dans son pays, qui d'ailleurs a un rayonnement assez important. Bonsoir Sofiane, merci d'être avec nous. Quel impact, à votre avis, aura cette marche qui a eu lieu cet après-midi? Est-ce que c'est un événement qui, pour vous, est important? Oui, bonsoir. Franchement, l'impact, le principal impact, c'était que nous, Tunisiens, on était subjugués, on était impressionnés par cet élan de solidarité de la part de plusieurs personnes. Je ne parle pas seulement des Tunisiens, parce que c'est évident que les Tunisiens sortent, c'est évident que les Tunisiens font cette marche-là, c'est évident que les Tunisiens soient solidaires autour de cette cause, parce qu'on est habitué à être comme ça. Mais ce qui nous a impressionné le plus, c'est cet élan de solidarité un peu partout de nos voisins et nos voisins proches. Moi, personnellement, dans l'association où je suis active, l'association des soutiens des minorités, on a eu la visite de plusieurs associations dont vous me permettez de les citer, parce que franchement, on était fiers, honorés de leur visite, comme l'association d'Union des étudiants juifs de France, comme la FAF, comme l'ECO, comme SOS Racisme, qui sont venus, et beaucoup d'eux qui sont venus pour la première fois en plus en Tunisie. Ils sont venus en nombreux, ils étaient tous dans la rue avec nous. On voit des Marocains, on voit des Algériens ensemble, main dans la main. Ça, c'est vraiment, franchement, aujourd'hui, on est sorti de cette manif très optimiste, très fiers d'être Tunisiens déjà, et très fiers et honorés aussi de nos voisins et des pays des gens qui nous aiment, et des amis plutôt qui nous aiment. Alors on sait qu'il y avait aussi des polémiques politiciennes en Tunisie, parce que certains accusent le mouvement Ennahda, le parti Ennahda qui était au pouvoir, d'avoir soutenu ou d'avoir été trop laxiste avec les djihadistes. Est-ce que tout cela, c'est quelque chose qui existe et qui est fort ce soir? C'est vrai, avant la manifestation, on a beaucoup entendu ces voix-là. On peut leur donner raison, comme on ne peut pas leur donner raison. Il y en a qui disaient qu'on ne peut pas être dans une marche main dans la main avec les gens qui ont été laxistes, qui ont été responsables. On va dire, ça peut être responsable pas d'une manière directe, mais aussi indirecte par leur laxisme de la montée du terrorisme. Ces voix-là, c'est vrai, ça existait, et il y avait même un appel à une autre manif en parallèle à la Sharah du Bourguiba. Mais en fin de compte, le jour même, il y en a beaucoup qui sont sortis, et il y en a beaucoup qui ont dit, en fait,
c'est pas le temps de dire ça, c'est pas le temps pour parler politique, c'est le temps d'être tous solidaires contre un ennemi commun qui ne distingue pas qui est islamique, qui est de courant islamique et qui est de courant laïque et qui est de courant progressiste. Merci. Heureusement qu'il n'y avait pas vraiment un grand impact par rapport à ces voix-là. Merci Sofiane. Je rappelle donc que vous faites partie de l'association de défense des minorités en Tunisie. Vous êtes blogueur donc dans votre pays. Merci d'avoir été en direct depuis Tunis. Au Nigeria, l'armée gouvernementale a bombardé plusieurs positions du groupe islamiste Boko Haram dans le nord du pays aujourd'hui. Et ce au moment où se déroule le scrutin présidentiel, malgré donc ce risque terroriste. Arnaud Delasselle. C'est un scrutin à haut risque et sous étroite surveillance qui se déroule en ce moment au Nigeria. De nombreuses attaques terroristes ont touché le pays depuis quelques jours. 23 personnes ont été décapitées vendredi soir lors de l'attaque d'un village au nord-est du pays par des islamistes de Boko Haram. 15 autres ont été tués samedi dans plusieurs attaques menées dans le nord contre des bureaux de vote. Avec près de 170 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Suite à des problèmes techniques, le gouvernement a décidé de prolonger sa période électorale jusqu'à dimanche. La commission électorale, INEC, en charge d'organiser le scrutin présidentiel, a mis au point un système compliqué pour mettre fin aux fraudes et aux intimidations passées. Ces procédés étaient presque devenus une fabrique nationale, ce qui avait valu au Nigeria en 2007 d'être nommé par l'Union européenne le pire scrutin jamais vu. Ces nouvelles machines, censées lire les cartes électorales, ont fait défaut dans certaines régions. Ces problèmes techniques ont notamment retardé le début de l'enregistrement des bulletins. On voudrait du changement car dans certains États, ils tuent des gens, beaucoup de gens. C'est injustifiable, il y a toujours la guerre. C'est pourquoi nous voulons voter pour un bon dirigeant qui tienne les rênes et nous conduise à la paix et à l'unité. The fact that we've got the most competitive elections in our history are this election. Le fait que nous ayons l'élection la plus compétitive de notre histoire est la plus grande preuve que nous faisons des progrès. Le fait que nous ayons la plus grande opposition prouve que nous faisons des progrès. 10 à 15% de l'électorat n'aurait pas été enregistré, ce qui représente près de 4 millions de Nigérians, ce qui pourrait peser lourd dans le résultat final des élections. Pour rappel, 14 candidats s'affrontent, dont 2 favoris, le président Jonathan et l'ancien dictateur militaire Buhari. Le président sortant est un chrétien du Sud, l'ancien général est lui un musulman du Nord. Ils seraient au coude à coude pour le scrutin de dimanche. On ne saura qu'à ce moment-là si le Nigeria a réussi la première élection relativement calme de son histoire. En France, dans les Alpes, au moins 70 corps ont pu être identifiés après le crash de l'avion de la Germanwings. Identification grâce à des traces ADN le plus souvent, car la violence du choc contre la montagne a évidemment rendu ces opérations particulièrement délicates. L'enquête, elle, révèle aujourd'hui ce que furent les derniers instants tragiques à bord de l'avion, et notamment le dialogue entre le commandant qui était coincé à l'extérieur du cockpit et Andreas Lubitz, qui était aux commandes et bien décidé à écraser l'avion. Julia Ganancia. Les derniers échanges entre le commandant de bord et Andreas Lubitz, le copilote, font froid dans le dos. Les 20 premières minutes du vol sont l'occasion d'échanges banals et techniques entre le commandant de bord et Andreas Lubitz. Le commandant lui explique notamment qu'il n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes au départ à Barcelone. À 10h27, le commandant de bord demande à Lubitz de préparer l'atterrissage à Düsseldorf. Ce dernier prononce quelques mots. J'espère. On verra. Le commandant sort ensuite pour aller aux toilettes. C'est à ce moment-là que l'appareil amorce la descente vers le massif montagneux. Quelques minutes plus tard, on entend un claquement fort, comme si quelqu'un essayait de rentrer dans le cockpit. Puis, la voix du pilote. Mais ouvre cette foutue porte! En arrière-fond, les passagers commencent à crier. Le pilote essaye ensuite d'attaquer la porte à la hache et il crie. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte! Vers 10h40, l'Airbus touche une montagne alors qu'on entend les cris des passagers. Ce sont les derniers bruits sur l'enregistrement. L'appareil percute de plein fouet un versant à 700 km/h et est instantanément pulvérisé avec ses 150 occupants.
Autre révélation du journal Bild, il affirme que la compagne du copilote avec laquelle il vivait près de Düsseldorf serait enceinte de lui. L'enseignante d'anglais et de mathématiques déjà entendue par la police aurait partagé cette nouvelle avec ses élèves. Le journal rapporte également qu'Andreas Lubitz aurait souffert d'un décollement de la rétine, une infection oculaire qui, si elle n'est pas guérie à temps, peut définitivement empêcher un pilote de voler. Ordonnant et grande quantité de somnifères, les enquêteurs auraient trouvé de nombreux médicaments au domicile du copilote. Dimanche matin, sur les lieux du crash dans les Alpes de Haute-Provence, au 6e jour des recherches, les rotations d'hélicoptères continuaient pour localiser des restes de victimes et la deuxième boîte noire. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour une édition spéciale sur i24 News avec les tout premiers résultats du second tour des élections départementales en France. Enjeu important pour la gauche qui était affaiblie la semaine dernière, mais aussi pour l'UMP arrivé en tête et pour le Front National qui espère peut-être remporter son premier département. Tous les résultats, les analyses, les réactions à chaud. On estime l'abstention autour de 51%, ce qui serait une baisse par rapport au scrutin de 2011. L'antisémitisme connaît aussi une flambée importante en Grande-Bretagne. Le nombre d'incidents souvent violents a doublé l'an dernier, notamment en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza. Résultat, comme en France, de nombreux juifs du Royaume-Uni décident de partir pour venir s'installer en Israël. Voici l'une de ces familles à son arrivée en Israël. Reportage Shahar Peled avec Julia Ganancia. Dans le hall d'arrivée de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, les proches de la famille Richard s'impatientent. Et les voilà enfin. Lance et Deborah Richard viennent enfin d'atterrir en Israël avec leurs 4 enfants, au grand plaisir de toute la famille. C'est formidable d'arriver en Israël, c'est notre maison. En plus, la famille est là, c'est vraiment incroyable. La famille Richards a choisi de quitter le confort d'Hertfordshire, au nord de Londres, pour venir s'installer en Israël. Une décision qui n'a pas été si difficile d'après ce père de famille. J'ai toujours rêvé de vivre en Israël. Je suis le fameux juif errant. J'ai émigré de l'Afrique du Sud à la Grande-Bretagne avant d'avoir eu enfin l'occasion de m'installer en Israël. Lance et Deborah ont décidé de s'installer en Israël suite à une offre d'emploi, mais également pour se rapprocher du reste de la famille. Ces derniers mois, de nombreuses autres familles juives britanniques ont opéré le même choix, un choix bien souvent motivé par la montée de l'antisémitisme. Daniel, le frère de Deborah, se rappelle du climat à Manchester. Il régnait un sentiment de peur dans le bus et dans la rue, même s'il ne se passait rien de particulier. Mais d'après ce que mes amis me racontent, la situation a beaucoup changé. Ils sont plus inquiets, ils ont peur de laisser leurs enfants sortir dans la rue. Alimentés par le conflit à Gaza, 1168 incidents à caractère antisémite ont été recensés en Grande-Bretagne en 2014, plus du double par rapport à 2013. Un nombre record depuis le début du recensement en 1984. C'était choquant de voir ressortir ce sentiment anti-israélien et antisémite avec ces manifestations massives et toutes ces choses-là. Qu'avez-vous ressenti cet été ? Je voulais être là. Nous sommes arrivés vers la fin du conflit. Mon frère est technicien dans l'armée israélienne. C'est difficile d'être si loin. Malheureusement, il restera toujours un certain antisémitisme. Il suffit d'une guerre à Gaza pour que ça refasse surface. Outre un pavé lancé contre une fenêtre, la famille Richard n'a pas subi d'incident majeur. Ils gardent une certaine nostalgie de leur ancien pays et font confiance au gouvernement britannique dans sa lutte contre l'antisémitisme. Mais ils peinent malgré tout à rester optimistes. Je pense que ce qui se passe en Europe et notamment en France est très inquiétant. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un drame n'éclate en Grande-Bretagne. La protection de l'environnement fait son entrée à la Knesset. Il ne s'agit pas d'un nouveau parti écologiste ou d'une loi, mais concrètement d'un système de panneaux solaires qui va servir à alimenter en énergie le Parlement israélien. C'est une première mondiale. Reportage Uri Shapira. La Knesset, le Parlement israélien, passe au vert. Des dizaines de participants sont venus assister à l'inauguration du projet Knesset verte, marquant une étape importante dans la transition vers les énergies propres. Nous sommes au début de ce projet, il est loin d'être fini.
Mais c'est évidemment un tournant, nous pouvons être satisfaits de tout ce que nous avons accompli. De quoi réaliser de sérieuses économies tout en respectant l'environnement. La Knesset s'est donc dotée de sa propre ferme solaire d'une superficie sans précédent pour un parlement. Nous avons 4600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce qui fait de la Knesset le parlement le plus écolo du monde. Israël est considéré comme un pionnier de l'énergie solaire dès les années 50. Un système de chauffe-eau solaire développé en Israël avait réussi à s'installer dans plus de 30% des foyers. Mais aujourd'hui, Israël figure parmi les pays occidentaux les moins écologiques, avec un taux de production d'énergie propre en dessous des 2%. Pour le député Dov Kenin, l'un des instigateurs du projet, cette initiative n'est qu'un début. Nous avons déjà commencé et nous avons obtenu de nombreux résultats, mais nous devons continuer et accomplir plus de choses en matière de loi écologique à la Knesset. La 20e Knesset est donc aussi celle que l'on associera à l'inauguration du toit solaire. Reste à savoir si le soleil adoucira les débats à l'intérieur du Parlement israélien. On va se retrouver dans un instant donc pour une édition spéciale consacrée au deuxième tour des élections départementales françaises. On se souvient qu'au premier tour, c'est la droite qui était arrivée en tête juste devant le Front National. Déconvenues certaines pour le Parti Socialiste, parti actuellement au pouvoir. On verra ce que donnent dans un instant les toutes premières estimations avec des réactions, des analyses à chaud évidemment et des directs depuis Paris. Restez avec nous, on revient dans un instant avec nos analystes donc et les premiers résultats de ce second tour des élections départementales. À tout de suite. Alors, édition spéciale donc durant 30 minutes sur i24 News pour bien vous donner les premières tendances de ce second tour des élections départementales en France. On se souvient que le premier tour avait été un petit peu à l'encontre de ce que prédisaient les sondages, dans la mesure où le parti de droite, l'UMP, allié à l'UD, était arrivé en tête avec donc un peu plus de environ 30% des suffrages, juste devant le Front National, et puis défaite pour le Parti Socialiste et ses alliés, le parti qui est au pouvoir. On va évoquer tout cela avec des invités, des directs, et puis Léa Berdugo, ici même. Bonsoir Léa, qui est spécialiste de la politique française sur i24 News. Léa, vous avez les toutes premières tendances à nous révéler? Oui, premier sondage de l'Institut Ipsos. On a de 64 à 70 départements pour la droite, 30 à 37 pour la gauche. Et le FN aurait donc ou un département ou aucun département. Les résultats officiels vont nous le confirmer un peu plus tard dans la soirée. Alors, un département, ça veut dire que ce serait une première. Si, évidemment, cela se confirme, parce qu'il y a un troisième tour. Il faut expliquer, évidemment, que ce n'est pas ce soir que se jouent les sièges de président. Non, parce qu'il y a un troisième tour, comme vous l'avez dit, qui sera jeudi prochain, le 2 avril, dans tous les conseils généraux de France. Ce sera la première réunion des nouvelles assemblées. Elle consiste à quoi? Eh bien, à élire le président du conseil départemental. C'est ce tour-là qui va acter le probable basculement donc à droite, le basculement à droite, maintenant on peut le dire, du territoire. Et puis ce troisième tour ne sera qu'une formalité dans certains départements, et dans d'autres départements, eh bien c'est là que les complications vont se montrer, parce que en fait, dans le cas où le PS et l'UMP sont au coude à coude, le FN pourrait jouer un rôle d'arbitre. Si aucun parti n'a la majorité absolue au premier tour, eh bien on organise un second tour. Et alors, il y a eu une consigne émise par Nicolas Sarkozy, on la connaît, celle du Nini, un apport de voix donc du Front National aux voix de l'UMP est complètement interdit par le président de l'Union pour un mouvement populaire. Mais est-ce que ça va être suivi au niveau local? On ne sait pas, la question se pose. Et surtout, on aurait eu des informations comme quoi, dans le risque d'une élection d'un candidat du Front National, eh bien l'UMP pourrait se désister. Alors, on va maintenant revenir sur le chiffre de la participation que vous nous donnez, Léa Berdugo, parce que ça aussi, c'est une indication. Oui, elle a été un peu plus élevée que ce qu'on a connu un peu plus tôt. Par exemple, on a les chiffres de la participation à 17h. On n'a pas celle à 20h qui va nous être communiquée un peu plus tard. Celle à 17h était de 6 points supérieure qu'au second tour des dernières élections cantonales en 2011. On a eu près de 42% de participation.
alors qu'on en a eu 36% lors du précédent scrutin. En revanche, il est inférieur d'1 point à celui enregistré dimanche dernier pour le premier tour, avec près de 43%. Et puis, il faut bien sûr le rappeler, les scrutins locaux passionnent toujours moins que les scrutins nationaux, et en particulier les élections présidentielles. Alors, dans un instant, évidemment, il y aura une réaction très rapide, comme ce fut le cas la semaine dernière du Premier ministre Manuel Valls, qui est en première ligne pour ce scrutin. On va suivre ça avec vous, Léa Berdugo, mais on accueille déjà au téléphone Laurent Geoffrin, qui est le directeur de la rédaction du quotidien Libération, qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Laurent Geoffrin. Bonsoir. Alors, première analyse à chaud de ces premières tendances, évidemment, qui donc montre que la droite sort vainqueur de ce scrutin départemental. C'est une victoire indiscutable de la droite, mais la gauche résiste, un peu. C'est-à-dire qu'on avait mis la barre très bas, les socialistes eux-mêmes avaient mis la barre très bas, 25 départements observés, et apparemment ils font plus. Donc ils vont dire c'est mieux. En fait, c'est vraiment une défaite. C'est-à-dire qu'ils partent de 61 départements dont ils étaient les présidents, et ils vont tomber à quelque chose comme 30, un peu moins, un peu plus. Donc c'est vraiment une défaite. Mais on leur avait prédit un Waterloo, un écrasement, une défaite historique, etc. C'est pas le cas. C'est pas une défaite historique. Le dernier score, le plus mauvais qu'ils aient fait, c'était en 92. Et en 92, ils avaient fait 20 départements, je crois. Donc c'est un peu mieux, voilà. Mais c'est quand même une victoire de l'UMP et de la stratégie de Sarkozy. Ouais. Alors, et une victoire du Front National qui s'implante localement, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire jusqu'à présent. Alors un mot justement de Sarkozy et de l'UMP, c'est le retour de Sarkozy aussi. On avait des doutes au vu des sondages, mais bon, visiblement, il y a un effet Sarkozy ou pas sur le score de l'UMP selon vous? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on ne peut pas lui retirer le fait qu'il a conduit son parti à la victoire. Donc c'est un fait massif. Après, on peut dire que c'est pas de sa faute, c'est de la faute des autres, je sais pas quoi. Mais bon, il a gagné. Et quand on gagne, on gagne. Après, on fait des commentaires. Donc il a gagné. Il a gagné, et effectivement, toutes les analyses qui ont été faites à l'époque, il y a 6 mois, sur il a raté son retour, ça marche pas bien, etc., sont relativisées maintenant, puisque en tant que président de l'UMP, chef de l'opposition, de facto, il a gagné son premier test. Il a réussi son premier test. Donc c'est bon pour lui. Enfin, il se place comme le leader de l'opposition. Ouais. Qu'en est-il du Front National alors? Parce qu'il est crédité peut-être d'un département, mais évidemment c'est pas encore quelque chose d'acté, puisqu'il y aura aussi sans doute des manœuvres pour les votes lors des élections. Est-ce qu'à votre avis, il a réussi cette fameuse implantation locale? Oui, ça c'est indiscutable. Il a fait un score énorme au premier tour par rapport à ce qu'était son implantation historique. Et donc il a progressé en fait. Il suffit d'analyser quand on regarde les scrutins département par département, canton par canton, on s'aperçoit qu'il fait des scores très élevés dans des endroits inattendus ou dans des endroits où il n'était pas importé jusqu'à présent, comme dans l'ouest du pays, où il y a très peu, parce que son thème c'est l'immigration, il y a très peu d'immigrés dans l'ouest du pays, mais il fait quand même des scores, par exemple. Et puis dans les endroits où il a été élu, comme au municipal, il augmente son score. C'est que les gens, au bout d'un an d'exercice du pouvoir local, considèrent qu'il leur donne un satisfecit. Le nombre d'électeurs augmente. Donc c'est une réussite pour lui aussi, il n'y a aucun doute. Un dernier mot, Laurent Geoffrin, sur Manuel Valls, qui s'était est particulièrement exposé durant ces élections. Si la gauche effectivement a un peu mieux résisté que prévu, il en sort quand même légitime, renforcé? Enfin, légitime, c'est difficile à dire, mais enfin, légal, oui, il restera au gouvernement, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas Hollande changer complètement la donne gouvernementale à la lumière de ce résultat. Et Valls pourra dire, écoutez, dans une situation très difficile, on n'a pas de résultat sur le chômage, on est impopulaire pour X raisons, on maintient notre implantation à un peu plus d'un tiers ou un tiers du territoire français, c'est pas si mal. C'est pas la défaite totale que les socialistes ont déjà enregistrée dans leur histoire. C'est un peu mieux. Donc ça tend plutôt à le conforter, même s'il va avoir à affronter une opposition interne au Parti socialiste, ceux qu'on appelle les frondeurs, et qui vont dire, ben voilà, c'est un résultat très mauvais, tout ça c'est à cause de la politique
trop à droite, entre guillemets, du gouvernement. Merci beaucoup Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du quotidien Libération. Merci d'avoir été avec nous. Donc à l'instant d'ailleurs, Manuel Valls reconnaît la défaite de la gauche lors de cette élection. On rappelle avec vous les estimations, Léa Berdugo. Oui, alors la droite emporterait entre 64 et 70 départements, la gauche entre 30 et 37. On voit une vraie défaite du Parti socialiste, on peut le dire, qui passe de 60 départements à une trentaine de départements. Encore une fois, rien n'est acté, on attend les résultats définitifs dans la soirée. Et puis le Front National qui, même s'il n'obtient pas de département ce soir, comme le disait Laurent Geoffrin, a poursuivi son ancrage local sur lequel Marine Le Pen travaille depuis des années, depuis quelques années avant les élections municipales précédentes. On voit un ancrage local extrêmement important dans toutes les municipalités, dans tous les départements, dans toutes les régions. Et on voit que ça paye maintenant. Alors peut-être pas forcément maintenant avec l'obtention d'un département, mais en tout cas, cela va forcément lui bénéficier lors du prochain scrutin national et notamment les prochaines élections présidentielles. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que vient de dire Manuel Valls, qui reconnaît que le score très élevé du Front National est la marque, je cite, d'un bouleversement durable de notre paysage politique. C'est vrai que, vous le disiez, un département peut-être, ce qui serait historique puisque le Front National n'en avait pas jusqu'ici. Exactement, il n'en avait pas et ça pourrait se jouer dans le Vaucluse ou dans l'Aisne ou alors dans le Var. On a eu des très bons scores au premier tour, je vous les rappelle. Dans l'Aisne, le FN est arrivé en tête avec près de 39% des voix. Dans le Vaucluse, il avait engrangé près de 38% des voix également. Et on le rappelle, même si l'enjeu n'est pas de gagner un département, l'enjeu est de s'ancrer localement, ce que le parti d'extrême droite fait très bien en ce moment. Alors on va rappeler les enjeux également pour la gauche, puisque là aussi Manuel Valls le reconnaît. Oui. La gauche subit un net recul. On paye sans doute là les mauvais résultats économiques principalement. Oui, et puis on paye surtout la division en interne. Il n'y a pas eu de rassemblement à la tête du Parti socialiste. On a entendu parler du mouvement des frondeurs qui n'ont pas suivi, même s'ils ne se sont pas exprimés lors de cette campagne électorale. On n'a pas vraiment entendu de vrais mouvements de solidarité au sein du Parti socialiste. Et puis, bien évidemment, même s'il s'agit d'un scrutin local, on voit un ras-le-bol de la politique du gouvernement parmi les Français. Le manque de conscience des problèmes économiques, le manque d'agissement ressenti par certains Français et une volonté justement de plus d'action de la part de l'exécutif, que ce soit François Hollande ou Manuel Valls ou même bien tout le gouvernement. Alors, dernière estimation là qui s'affiche à l'instant, 27 à 30 départements, 31 pour la gauche, 64 à 70 pour la droite. C'est donc une victoire nette pour l'UMP. Et puis, estimation entre 0 et 2 départements pour le Front National, ce qui serait vraiment historique puisque le Front National n'a jamais géré d'assemblée départementale. On est en ligne avec Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l'extrême droite. Bonsoir Jean-Yves Camus, merci d'être en direct. Votre première analyse d'abord sur le score du Front National. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur finalement des scores réalisés au niveau local par le FN ? Écoutez, non, je crois qu'on est effectivement dans le cas de figure qui était le plus prévisible, c'est-à-dire que le Front National ne prendra sans doute aucun département ce soir, mais posera des problèmes à la constitution d'une majorité lors de l'élection des présidents des assemblées départementales, ce qu'on appelle le fameux troisième tour, ainsi que dans le vote des budgets. Il y aura sans doute à la fois dans l'Aisne et dans le Vaucluse des majorités relatives, et finalement c'est ce que le Front National pouvait espérer de mieux, parce que Marine Le Pen le disait elle-même, il est extrêmement compliqué avec le scrutin majoritaire de gagner un département. Mais ce qu'on regardera à la loupe surtout ce soir, c'est la question des reports de voix. Des reports de voix dans les duels, notamment entre un candidat socialiste et un candidat frontiste, ou plutôt entre un binôme socialiste et un binôme frontiste, pour voir si le nini préconisé par Nicolas Sarkozy a été entendu par les électeurs de droite. Ouais, ça, il est encore trop tôt, évidemment, pour l'analyser. Mais votre avis, c'est quoi ? C'est que la stratégie de l'UMP, qui arrive en tête ce soir de ces élections, est la bonne, la stratégie choisie par Sarkozy ?
Écoutez, d'après les premières indications dont je dispose, mais il est évidemment trop tôt pour dire qu'elles donnent la tendance définitive, on est plutôt sur un respect par l'électorat UMP de la consigne de Nimi donnée par le président de ce mouvement, et on est plutôt aussi dans l'électorat socialiste sur une attitude qui consiste à rester à la maison lorsque le second tour opposait un binôme frontiste et un binôme UMP. Donc, somme toute, je crois qu'à la fin de la soirée, on pourra dire que la stratégie de l'ancien président de la République a été suivie et que la porosité est sans doute entre les deux électorats un peu moindre que ce que l'on avait craint. Jean-Yves Camus, on pense évidemment déjà à 2017. Marine Le Pen, évidemment, on va faire un gros score et c'est attendu d'ici là. Est-ce qu'à votre avis, elle est en capacité de l'emporter ce soir au vu de ce qui s'est passé ? Écoutez, d'abord, la première chose qu'il faudra voir lors de ces élections présidentielles, c'est quel sera le niveau d'abstention. Traditionnellement, elle est plus faible à la présidentielle que dans les autres scrutins, mais on est tout de même là sur une tendance qui est l'éloignement durable et massif d'une partie des électeurs du processus électoral en général. La seconde chose, c'est que Marine Le Pen a un avantage relatif qui est le fait qu'au sein du Front National, on ne se pose pas la question de savoir qui sera candidat. Il n'y aura pas de primaire, il n'y aura pas de tension interne autour de la désignation du candidat. L'obstacle de la récolte des fameux 500 parrainages qui se posaient les fois précédentes est là levé par le nombre d'élus locaux que le Front National aura à l'issue de ces élections. Donc c'est plutôt du temps gagné, de l'énergie dépensée en moins et par ailleurs de l'argent qui ne partira pas dans le processus de primaire. Ceci étant, dans tous les cas de figure à l'heure actuelle, Marine Le Pen est perdante au second tour. C'est une tendance qui peut effectivement s'inverser 2017, mais le cas de figure où elle gagnerait une élection présidentielle reste tout de même extrêmement éloigné. Ceci étant, ça ne veut pas dire que le Front National ne se positionne pas comme un acteur durable de la vie politique. C'est la première fois qu'avec autant de netteté, un responsable socialiste a reconnu, Manuel Valls vient de le faire, qu'il y avait un bouleversement durable du jeu politique français et que le Front National n'était pas ce mouvement protestataire destiné à fondre comme neige au soleil, que trop souvent les responsables de gauche comme de droite ont essayé de limiter à cela. C'est véritablement une troisième force politique française qui émerge pour probablement aller la décennie ou les 2 décennies qui viennent. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir été en direct pour cette analyse donc à chaud sur ces premiers résultats. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste évidemment de l'extrême droite en France. Rudy Saada, spécialiste des réseaux sociaux, lui nous rejoint. Bonsoir Rudy. Bonsoir Jean-Charles. Ce sera à vous dans un instant. Tout d'abord avec Léa Berdugo, on revient. On rappelle les résultats, les premiers résultats. Alors, on aurait de 27 à 31 départements emportés par la gauche et entre 64 et 70 emportés par l'UMP. Le Front National n'emporterait, lui, aucun département, mais les résultats définitifs nous le diront. À noter ce soir cette déclaration de Nicolas Sarkozy qui crie victoire. On l'entendait, c'est le premier succès du nouveau président de l'UMP. Alors, il dit ce soir, la droite a nettement remporté les élections départementale. Jamais sous la Ve République, la droite n'avait enregistré un tel score. Alors du coup, il dit que les Français ont massivement rejeté la politique de François Hollande, que ce soit sur le social, sur sa politique étrangère. C'est le moment pour Nicolas Sarkozy de se repositionner en vue des prochaines présidentielles et d'adopter justement une attitude de chef de l'opposition qui l'attendait d'avoir depuis ces derniers mois et depuis ces dernières années. Alors on rappelle aussi la toute première réaction très vite de Manuel Valls, le Premier ministre socialiste. Alors Manuel Valls a reconnu cette victoire de l'UMP et puis il a également parlé du Front National et il a reconnu que les divisions présentes au sein de la gauche au premier tour étaient en faute et il a également dit que c'était un défi pour tous les républicains de voir un tel score du parti d'extrême droite. Il a rappelé qu'il y aura une baisse d'impôts dans les prochaines années, histoire de revigorer un peu les électeurs de gauche. Donc nous verrons quelles conséquences cela va avoir dans le futur.
Léa Berdugo, vous restez avec nous évidemment. On est ensemble encore pendant une dizaine de minutes pour cette édition spéciale consacrée aux tout premiers résultats de ce deuxième tour des élections départementales en France. Rudy Saada, on va voir donc avec vous, parce qu'évidemment c'est souvent sur les réseaux sociaux que cela se passe en premier maintenant, bien comment on a réagi à ces résultats? Sur le compte Twitter du Parti Socialiste, on a repris les propos de l'allocution de Manuel Valls en soulignant cette gauche trop dispersée. Voilà ce qui est le tweet qui a été tiré de cette allocution de Manuel Valls. Et puis il y a quelques minutes, les premières réactions des élus de droite, avant même celle de Nicolas Sarkozy, c'était par exemple Guillaume Pelletier qui lui parle d'un très beau résultat dans sa commune du Loir-et-Cher. Les politiques commencent à s'exprimer. Pas de réaction pour l'instant en ligne de Marine Le Pen. Alors on va maintenant revenir sur cette journée, parce que cette tendance et ce résultat donc, que l'on vous donne depuis maintenant une quinzaine de minutes, c'était ressenti un peu plus tôt déjà sur Internet. Oui, tout d'abord avec les tweets des électeurs eux-mêmes, notamment les électeurs PS qui mettaient en avant leur vote UMP au nom du Front républicain quand cela était nécessaire. On va voir le tweet de Julien par exemple qui dit qu'il a voté contre ses convictions mais qu'il a voté pour la République. C'est le cas de nombreux sympathisants PS qui mettaient en avant leur vote républicain en critiquant par la même occasion le nini prôné par Nicolas Sarkozy. Et puis c'est désormais une tradition dans les élections françaises, le hashtag Radio Londres qui a enflammé Twitter dès 18h. Radio Londres, c'est une manière pour les internautes, avant même d'avoir les estimations officielles des instituts de sondage à 20h heure française, de connaître, de commenter les résultats dans un langage codé. Eh bien, on annonçait avec ironie un temps typiquement socialiste et hollandien, pluie et tempête sur le PS. Idem pour Radio Londres qui annonçait avec humour et ironie qu'une cellule d'aide psychologique avait été mise en place rue de Solferino. Et sur Radio Londres toujours, Franck Guillot, qui est un ex-UMP passé au FN, lui annonçait des surprises bleu marine, chose qu'il va falloir vérifier. Alors, Rudy Saada, il y a également eu aujourd'hui sur les réseaux sociaux et en lien avec cette élection un tweet de SOS Racisme qui a déclenché une polémique. Oui, et c'est une récidive. Alors, lors du premier tour, la semaine dernière, SOS Racisme avait appelé les électeurs du FN à marquer d'une croix, je cite, le candidat du binôme qu'ils préféraient, du binôme FN qu'ils préféraient sur leur bulletin de vote. Évidemment, toute mention sur un bulletin de vote le rend tout simplement nul. Le FN avait porté plainte pour non-respect de l'article L97 du Code électoral qui précise que toute manœuvre qui pourrait faire changer un vote ou invalider un vote serait puni par la loi, et puni par la loi 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et bien ce matin même tweet, même effet, SOS Racisme a diffusé le tweet qu'on va voir. L'idée est la même mais le message est légèrement différent. Le tweet invitait les électeurs frontistes à dessiner un cœur sur le bulletin de leur candidat préféré. Même cause, même effet, le FN a annoncé dans la journée qu'il porterait une fois de plus plainte contre SOS Racisme. Voilà, bataille donc sur les réseaux sociaux et puis sur les bulletins de vote. Merci Rudy Saada. Vous surveillez évidemment les réseaux sociaux, les réactions. Si elles arrivent, eh bien vous nous en faites part. On rappelle, Léa Berdugo, avant de retrouver un autre invité en direct de Paris, les résultats, une nouvelle fois. Oui. Alors, la gauche emporterait 27 à 31 départements. La droite fait une ascension quasi fulgurante. Elle avait 40 départements. Elle en emporterait 70 à présent. Et pour le Front National, nous ne sommes pas encore sûrs. Nous attendons les résultats officiels. Le parti d'extrême droite aurait peut-être un département ou peut-être aucun. Alors, Léa Berdugo, on vous retrouve dans un instant. On est en ligne avec David Assouline, qui est sénateur socialiste à Paris. Bonsoir, David Assouline. Bonsoir. Alors, réaction ce soir après donc, ces premiers résultats et donc la défaite nette reconnue par le Premier ministre tout à l'heure, Manuel Valls. Oui, c'est une défaite, c'est un recul assez net. On verra à quel niveau, mais de toute façon, c'est toujours trop. Et il faut savoir le reconnaître pour en tirer tous les enseignements et repartir de l'avant demain. Donc là-dessus, pas sans attendre les affinements de résultats. Oui, je peux vous dire que nous considérons que c'est un recul net. Il y a eu ensuite des tendances qui nous parviennent. Quand il y a des triangulaires, on voit bien qu'il y a un électorat FN qui vote utile pour l'UMP. Alors, David Assouline, restez avec nous. Je vous coupe un instant parce qu'on écoute en direct la réaction de Marine Le Pen et je vous redonne la parole juste derrière. Oui. Allons-y, Marine Le Pen, qui s'exprime. Bien. Mes chers compatriotes,
Après un premier tour où vous avez donné au Front National un score historique pour des élections locales et même le plus haut de toute son histoire, le second tour enregistre une forte augmentation des scores pour notre mouvement. Le Front National s'installerait aux environs de 40%. Les candidats Front National et Rassemblement Bleu Marine recueillent en effet ce soir des scores pour la plupart en très nette progression par rapport à ceux enregistrés dimanche dernier. De nouveaux conseillers départementaux entreront donc dans les assemblées et rejoindront ceux élus dimanche dernier dès le premier tour. Je remercie toutes nos électrices et tous nos électeurs pour ce magnifique succès. Je félicite les élus patriotes pour leur victoire et je dis ma reconnaissance à tous les candidats moins heureux et tous nos militants pour leur belle campagne. Nous partions pourtant dans ces élections départementales avec beaucoup de handicaps. Un seul élu sortant sur 4000, une implantation locale encore parcellaire et un mode de scrutin qui ne favorisait pas les forces libres et indépendantes comme le Front National. À cela s'est ajoutée la campagne amère menée par le Premier ministre, rejoint dans son mépris de classe pour nos candidats et nos électeurs par beaucoup de médias, puis dans l'entre-deux tours par l'UMP. Malgré cela, le fait historique ce soir est l'installation du Front National Rassemblement Bleu Marine comme force politique puissante dans de nombreux territoires. Ce niveau électoral exceptionnel est le socle des grandes victoires de demain. Le verdict des urnes est aujourd'hui sans appel. Le Parti socialiste est laminé, disparaît de la carte dans de très nombreux départements, tandis que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine obtiennent des résultats exceptionnels un peu partout. Je ne demande pas à Manuel Valls de démissionner, car si l'on peut attendre des hommes d'État de partir avec honneur, les petits politiciens médiocres, eux, s'accrochent généralement malgré la sanction des urnes, incapables qu'ils sont de se mettre au niveau du peuple et de le respecter. À tous les élus du Front National, je demande d'ores et déjà de s'engager pour des réformes concrètes au service des Français. Stabiliser puis faire baisser les impôts, interdire le voile à la crèche, supprimer le système qui a été mis à jour de retraites complémentaires faramineuses versées avec l'argent public aux anciens élus du département, assurer à nos personnes âgées et à nos personnes handicapées le soutien qui leur permet de vivre dans la dignité. Ces élections départementales sont une étape cruciale pour le mouvement patriote sur le chemin du pouvoir. Nous disposons désormais d'une multitude de relais locaux partout en France qui aideront aux victoires futures et notamment dans le cadre des élections régionales de décembre prochain. L'objectif approche, arriver au pouvoir et appliquer nos idées pour redresser la France, lui rendre sa liberté, sa sécurité, sa prospérité. L'appauvrissement, le chômage de masse, la destruction de notre identité ne sont pas des fatalités. L'échec des gouvernements UMPS successifs pourra laisser place à la relève patriote et c'est aujourd'hui une immense espérance pour des millions de Français. Je suis désormais à la tête du seul mouvement d'opposition véritable au pouvoir en place. Libre et indépendant, le Front National s'oppose à l'UMPS, dont chacun a pu voir avec ces élections qu'elle est une réalité indiscutable. Enfermés dans leur logique politicienne, dans leur cuisine électorale incessante, les dirigeants nationaux et locaux de l'UMPS avaient un objectif commun et unique, battre le Front National, quitte entre les deux tours à se soutenir l'un l'autre, quitte pour l'UMP à faire voter PS et donc à soutenir François Hollande dans de nombreux départements. La bipolarisation Front National Rassemblement Bleu Marine contre UMPS se met doucement mais sûrement en place. Chaque jour désormais nous combattrons donc l'UMPS avec un seul objectif, très différent du leur. La vie politique française doit maintenant sortir des ornières politiciennes du PS et de l'UMP pour se concentrer sur l'intérêt du peuple français. La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous rappellerons chaque jour à l'UMPS cette vérité essentielle et là où nous sommes élus, nous appliquerons fidèlement cette doctrine. Vive les départements, vive la République, vive la France.
Voilà donc pour cette première déclaration de Marine Le Pen, la présidente du Front National, après ces résultats des deuxième tour des élections départementales. On est toujours en ligne avec David Assouline, sénateur socialiste de Paris. David Assouline, vous venez d'entendre ce qu'a dit Marine Le Pen, qui évidemment se félicite du score du Front National et puis se positionne comme le recours finalement contre à la fois la gauche et la droite en France. Oui, eh bien, on a eu raison, le Premier ministre en particulier, d'appeler à réagir, parce que c'est un danger, effectivement, que les élections départementales, c'est un jalon posé jusqu'au présidentiel, le Front National veut conquérir les pouvoirs, et nous avons eu raison de dire le danger. Après, elle gonfle le torse, mais ça ne fait pas beaucoup de résultats concrets pour les citoyens, puisque je pense qu'aujourd'hui, au maximum, un département pourrait encore basculer au Front National de Vaucluse, et c'est pas du tout sûr. Donc, la mise en œuvre de sa politique dans les départements, c'est pas pour tout de suite. Il y aura quelques dizaines de conseillers. Quand elle dit que le Parti socialiste est rayé de la carte, nous on gardera probablement 25 départements, et nous sommes encore une force très importante, la deuxième force politique du pays, ça c'est pas contesté. Mais il ne faut pas se satisfaire de cela, le danger est bien là, et je le répète, ceux qui ont voulu critiquer le Premier ministre parce qu'il a engagé le fer contre le Front National se trompent, ce n'est pas en taisant, en banalisant, en faisant comme si ça n'existe pas, en ne pointant pas le danger, que l'on peut déconstruire ce qui n'est que rejet de l'autre, peur de l'étranger, de l'Europe, de l'immigré à côté de soi, même quand il n'y en a pas dans son canton d'ailleurs, des immigrés. Cette politique de la peur est un danger aujourd'hui, parce qu'il faut au contraire qu'il y ait de la confiance pour que le pays reparte de l'avant. Donc il faudra qu'on entende des messages. De toute façon, je vous ai dit que c'est un net recul pour le Parti socialiste. Il faut des résultats plus concrets, et notamment maintenant, pour la redynamisation de l'économie, prioriser l'investissement. Il faut que nous aidions à investir plus qu'à autre chose. Et puis, il va falloir engager un vrai combat contre les inégalités, parce que c'est ce qu'on a entendu dans les porte-à-porte et dans cette campagne. Les gens comprennent souvent qu'il y a des difficultés économiques, on ne peut pas tout avoir tout de suite, mais ils ne veulent pas que dans cette situation, certains qui ont moins de moyens participent plus, donnent plus, se sacrifient plus. Et donc, cette bagarre pour les inégalités doit être absolument centrale pour que le gouvernement reçoivent la confiance de nos concitoyens. Un mot encore, David Assouline. Manuel Valls a parlé de ces divisions qui ont fait mal à la gauche aussi durant ce scrutin. Est-ce que vous pensez, par exemple, que les fameux frondeurs du PS ont pu nuire aussi à la crédibilité peut-être du gouvernement et peser sur ce vote ? Probablement, notamment cet épisode sur la loi Macron, le vote de confiance juste avant les élections. On ne peut pas dire que ça a aidé, mais globalement, on a vu qu'au premier tour, le Parti socialiste, lui, était uni dans les urnes. Tout le monde a voté pour les candidats socialistes. Mais par contre, il y a eu ici et là cette division à gauche qui gelait 3%, 5%, 10%, le Parti communiste, le Front de gauche, parfois les Verts, et qui nous éliminait dès le premier tour à cause de ces manques-là. Et donc, c'est une grande leçon à tirer, notamment en vue des régionales. La politique du pire ne mène à rien. Il faudra l'unité, et en particulier dans les régions qui peuvent basculer au Front National. Et il faudra une unité de toute la gauche. Et bien entendu, montrer un peu plus de responsabilité et d'unité du Parti socialiste. On a un congrès bientôt. J'espère que par-delà les débats, c'est notre tradition, on saura sortir de ce congrès à l'été avec un parti rassemblé et dynamique. Merci David Assouline, sénateur socialiste de Paris, pour cette réaction donc en direct après cette défaite donc reconnue par Manuel Valls. D'autres réactions, Rudy Saada, qui tombent sur les réseaux sociaux ? Oui, peu à peu les réactions des politiques arrivent sur les réseaux sociaux. À droite, Claude Goasguen dit que le mensonge, le déni et l'impuissance du socialisme ont été sanctionnés ce soir. À gauche, Jean-Luc Mélenchon est en train aussi de s'exprimer sur son compte Twitter, et pour lui, il faut ouvrir un nouveau chemin et refonder notre République
République, il lance un appel, il dit nous ne résignons pas, ne laissez pas François Hollande et Manuel Valls réduire la gauche à néant. Donc évidemment, il tape aussi sur le gouvernement. Éric Woerth, à droite aussi, dit que ce soir, pour le PS, c'est un naufrage total. Alors, vous restez avec nous, Rudy. D'autres réactions, on est encore là pendant quelques minutes. Léa Berdugo, on parlait avec David Assouline, le sénateur socialiste, de ces fameux frondeurs. C'est vrai que ça a peut-être, sans doute, causé du tort à la gauche. Oui, mais ce soir, on s'attendait à une réaction beaucoup plus critique. Et dans les prochains jours, eh bien, le constat est totalement différent. Ils ont appelé à un contrat de rassemblement de toute la gauche. Ils font dire que toute la gauche a été rassemblée, tout le Parti socialiste, aujourd'hui, dans un bureau national mené par Jean-Christophe Cambadélis. Et le message était unique, il s'agit de l'unité. Il faut se rassembler maintenant pour justement faire face à ces résultats qui sont très défavorables pour la gauche. Et donc du coup, faire un contrat de rassemblement pour une unité prochaine pour faire face à ces résultats et aux prochaines élections et à la prochaine politique du gouvernement. Alors, on va parler, parce qu'on a entendu évidemment longuement Marine Le Pen qui s'est exprimée, qui évidemment se félicite. Elle situe le score du Front National aux alentours de 40% ce soir. Oui, exactement. Alors la rhétorique est habituelle. Elle a dit que le Front National avait fait un score historique. C'est un score en progression. Elle disait qu'il y avait uniquement un conseiller départemental avant. Maintenant que les conseillers départementaux seront extrêmement nombreux dans les assemblées. Elle a remercié les élus patriotes et puis elle s'est attaquée à Manuel Valls directement. On se rappelle qu'elle lui avait demandé de démissionner précédemment. Alors là, elle ne lui demande pas de démissionner, mais elle dit que c'est un petit politicien médiocre en quelque sorte, parce que ce genre de décision ne peut pas être pris par un politicien d'envergure. Donc Manuel Valls n'est pas apparemment selon Marine Le Pen. Alors, département symbole s'il en est, la Corrèze, parce qu'évidemment ça concerne François Hollande. Exactement, la Corrèze que François Hollande avait arrachée à la droite en 2008, on s'en souvient. Eh bien, ce département bascule à droite, symbole du basculement de toute la France, de la gauche à la droite. On le rappelle avec les dernières estimations que nous avons, de 27 à 31 départements pour la gauche, 64 à 70 pour la droite qui progresse parce que l'UMP n'avait qu'environ 40 départements. L'alliance du centre et de la droite. Merci Léa Berdugo. Encore quelques minutes. On va retrouver Laurent Geoffrin, le directeur de la rédaction du quotidien Libération, avec donc maintenant une carte qui se dessine un peu plus clairement. Laurent Geoffrin, si on pense déjà à 2017, le score que fait le Front National, est-ce qu'à votre avis, il y a une vraie chance ou, pour certains menaces, de voir le Front National remporter une élection majeure en France ce soir ? Je dirais un risque plutôt qu'une chance, mais il y a... J'ai employé les deux termes. Oui, absolument. Il y a surtout un risque de voir la gauche éliminée au premier tour. Si on projette les résultats de manière mécanique, ce qui est toujours contestable, mais si on projette les résultats, la gauche se retrouve éliminée au premier tour, pratiquement à coup sûr, dans la mesure où le PS est quand même loin derrière le Front National au premier tour, et où le Front National démontre sa force. Et donc, on risque d'avoir un deuxième tour de la présidentielle, encore une fois, en se fondant sur ce qui vient de se passer. Il y a encore 2 ans à courir, mais en se fondant sur ce qui vient de se passer, vous avez un deuxième tour de l'élection présidentielle française en 2017 qui oppose Nicolas Sarkozy, probablement, sinon à la Juppé, à Marine Le Pen. Donc, évidemment, pour les électeurs de gauche, c'est pas une perspective très réjouissante. Ouais, ce qui rappellerait évidemment ce qui s'était passé en 2002 avec Chirac face à Le Pen. Alors, un mot également de ce qui a sans doute pesé le plus. Manuel Valls a parlé de la division de la gauche. Est-ce que pour vous, c'est un facteur important aussi dans le score ce soir ? Il y a 2 facteurs, à mon avis. Le premier, c'est que la politique de Valls, c'est une politique social-libérale, évidemment, heurte une partie de l'électorat de gauche qui a du mal à se reporter ensuite sur les socialistes. Ça joue un rôle. L'autre facteur, c'est effectivement la volonté d'une partie de la gauche française, plus à gauche que le gouvernement actuel, de marquer une différence extrêmement nette avec la politique qui est menée, ce qui fait qu'il y a une dénonciation permanente sur le thème de la trahison, ces gens-là sont en fait vendus ou conquis par le libéralisme, et donc on n'a plus grand-chose à faire avec eux, et la gauche devient à ce moment-là un assemblage totalement disparate de gens qui n'ont plus du tout les mêmes idées.
C'est ça qui est derrière ce scrutin. C'est-à-dire, le Valls dit il faut aider les entreprises, c'est comme ça qu'on va augmenter le nombre d'emplois. Et les autres disent mais attendez, on fait des cadeaux au patronat, on aide les riches, etc. Donc ça fait deux gauches séparées par un fossé assez profond. C'est ça qui peut jouer beaucoup dans la prochaine présidentielle, parce que s'il y a une multiplicité de candidats au premier tour, Marine Le Pen sera devant et Sarkozy aussi. Enfin l'UMP en tout cas. Et donc la gauche sera éliminée du paysage politique pour longtemps. Un mot, Laurent Geoffrin, sur le titre demain. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant, justement, la défaite de la gauche ou On va mettre en avant le paradoxe selon lequel Manuel Valls dit que finalement il n'est pas si mécontent de ce qui s'est passé parce qu'on lui prédisait pire. Mais c'est pas non plus une posture très réaliste, parce que c'est quand même une défaite. Merci Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du quotidien Libération, qui était en direct. Dernière réaction, vous dites? Oui, quelques-unes qui tombent. Le premier secrétaire du PS, Cambadélis, s'exprime. Il dit en ce moment même que le parti de Marine Le Pen emporte des gains sans pour autant devenir le premier parti de France. On minimise. Et puis du côté de Jean-Paul Huchon aussi, on se tourne vers l'avenir. On dit Valls réaffirme ce soir l'objectif des réformes du gouvernement, de la croissance, de l'emploi, du concret. Donc on essaye de minimiser cette défaite du côté de Twitter. C'est vrai que c'est un peu l'impression qui ressort de tout cela, Léa Berdugo, c'est qu'on a l'impression que la gauche, comme si elle avait échappé belle finalement, ce soir, essaie de sortir la tête haute. On s'attendait à pire dans les locaux du Parti Socialiste et rue de Solferino. Mais alors, un qui s'en donne à cœur joie ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il s'adresse à ses électeurs. Ne vous résignez pas, ne laissez pas Hollande et Valls réduire la belle idée progressiste de gauche à néant. Et on a une même rhétorique qu'on a entendue chez Marine Le Pen. Le gouvernement se donne dans un mépris du peuple. Eh bien sûr, Jean-Luc Mélenchon se dit être là pour recueillir ces voix-là. Nous le verrons plus tard. Merci beaucoup Léa Berdugo, merci Rudy Saada. On va donc vous rappeler donc ces premiers résultats, puisqu'ils ne sont pas encore officiels évidemment, puisque dans certaines grandes villes de France, les bureaux ont fermé il y a à peine plus d'1h30, dépouillement pas tout à fait terminé, mais donc victoire nette de la droite qui remporterait 2 fois plus de départements, près de 70 que la gauche, et puis le Front National, peut-être on parle du Vaucluse le plus souvent, qui pourrait être le tout premier département remporté par le Front National, mais il reste encore un 3e tour, l'élection des présidents qui aura lieu jeudi prochain, et là rien n'est joué. Il se peut donc que le Front National ressorte sans département, mais avec un score important, comme vous l'avez entendu avec cette déclaration de Marine Le Pen que vous avez pu vivre en direct sur notre antenne. Merci Léa Berdugo, merci Rudy Saada. Prochain flash dans 20 minutes sur A24 News.